La version 9 du guide de lecture du référentiel national qualité, c'est une version qui a été publiée le 8 janvier 2024 et je vais vous présenter les nouveautés de cette version dans cette vidéo. C'est parti! Alors cette version 9, on va voir ensemble, mais finalement vous avez des petites nouveautés par rapport au guide de lecture, bien sûr par rapport à ce qui est écrit dans la présentation du guide, donc à savoir le préambule. Vous avez aussi des nouveautés à l'intérieur des différents indicateurs et on va faire le point sur tout ça avec les modalités d'application et les explications de chacune des nouvelles exigences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le référentiel national qualité est encadré, lui, par le décret de juin 2019, où vous avez vraiment les 32 indicateurs qui sont écrits, qui sont définis et qui sont précisés pour chaque catégorie d'action, que ce soit la formation, les bilans de compétences, la VAE ou l'apprentissage. Ce référentiel, tout seul, il ne vaut rien. Il faut finalement le mettre en lumière en parallèle du guide de lecture. Le guide de lecture, donc c'est un document complémentaire qui vient finalement préciser la conduite d'audit de chaque indicateur, que ce soit côté auditeur mais aussi côté audité. Et donc ce guide de lecture, c'est un document qui vit. Là on vous a mis ici l'ensemble des versions qui ont été publiées, qui ont été corrigées depuis la première publication du guide en juillet 2019. La dernière version du guide, à la fois cette version 9, elle est venue finalement très vite après la version 8 de fin 2023. Et en fait, cette version 9, elle vient finalement apporter des nouveautés par rapport à la conduite d'audit dans le cadre de prestations qui seraient sous-traitées. Donc on y reviendra tout à l'heure sur tous les indicateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque nouveauté, à chaque publication d'une version du guide de lecture, la prise en compte par les certificateurs, et donc par l'ensemble, par l'écosystème, que ce soit les audités et les auditeurs, est de 2 mois maximum à compter de la diffusion sur le site du ministère. Donc là par exemple on est sur une diffusion à partir du 8 janvier 2024, donc la version 9 est applicable finalement pour tous les audits, que ce soit des audits initiaux de surveillance ou de renouvellement, finalement depuis le 8 mars 2024, sauf future version, bien sûr, version 10, version 11 dans le futur. Voilà. Une grande nouveauté concerne finalement le préambule, avec un énorme paragraphe qui va vous préciser un certain nombre de choses sur la sous-traitance. Alors, on va pas tout lire ici. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, bien sûr, que cette version est à mettre en lumière avec un décret qui encadre l'usage de la sous-traitance au CPF, qui précise finalement des conditions d'obligation de certification Calliope pour certains sous-traitants. Je ne vais pas revenir sur les prérequis, vous avez tout sur notre page dédiée à la sous-traitance sur le site web, mais en tout cas, cette version finalement permet désormais de réaliser un audit pour quelqu'un qui serait sous-traitant à 100% et qui voudrait finalement continuer à exercer sur le marché du CPF pour un donneur d'ordre. Ce qu'on va aller nous vérifier pour mettre en place l'audit d'un sous-traitant, et ce que l'auditeur va surtout aller vérifier lors de la réunion d'ouverture et lors de son audit, c'est qu'il existe bien des contrats de sous-traitance entre à la fois la personne qui est auditée et puis son donneur d'ordre. Pourquoi ? Parce que c'est ce contrat qui va mentionner un certain nombre d'éléments comme les missions qui sont exercées, le contenu de la formation, les moyens mobilisés. C'est ce contrat qui va permettre d'affiner la conduite d'audit pour rendre applicable ou non un certain nombre d'indicateurs et pour affiner la conduite d'audit. Donc ça, c'est quand même super intéressant de bien comprendre que le contrat entre l'organisme de formation et son sous-traitant est nécessaire pour formaliser les missions confiées et surtout pour réaliser un audit de sous-traitant dans les meilleures conditions. Comment ça va se passer concrètement lors de l'audit? Et là, ça apporte vraiment des précisions supplémentaires sur les modalités d'audit pour l'auditeur. C'est que l'auditeur va procéder à la vérification des missions qui sont confiées au sous-traitant dans son contrat. Et en fonction de ça, vous le verrez tout à l'heure, mais vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs qui ne seront peut-être pas évalués, ou alors qui seront évalués, mais de manière peut-être plus souple ou plus allégée. C'est quand même intéressant de le souligner. Ce qu'il faut aussi souligner, on aura peut-être une période un petit peu tendue entre peut-être les premiers démarrages d'audit sur la version 9 et puis vraiment l'application effective de ces éléments, dans le sens où l'application
finalement dépend aussi de la précision qui sont marquées dans les contrats. Donc si les contrats par exemple datent de 2022 ou de 2023 et qu'ils n'ont pas encore été mis à jour ou corrigés, ce sera compliqué pour l'auditeur d'aller chercher les éléments. Donc d'où l'importance d'avoir des contrats de sous-traitance qui soient le plus précis possible pour avoir un audit sous-traitant qui se passe bien. Dernier point aussi par rapport à ça, c'est que en l'absence de contrat, s'il n'y a pas de contrat lors de l'audit, l'auditeur devra finalement procéder à l'ensemble de l'évaluation, comme si finalement c'était un donneur d'ordre. Voilà, donc il n'y aura pas d'allègement sur certains indicateurs. On vous a fait un petit tableau qui est disponible sur le site web, qui est disponible également sur Apollo, sur l'application d'audit, dans lequel on vous explique vraiment dans le détail l'applicabilité des indicateurs pour les sous-traitants. Alors, à titre d'exemple, ça c'est assez rapide, mais on va le voir tout à l'heure, mais vous avez 3 indicateurs qui ne sont pas applicables pour les sous-traitants, le 1, le 2 et le 3. C'est assez logique puisqu'au final, on attend à ce que ce soit le donneur d'ordre qui communique lui-même sur ces informations et pas le sous-traitant. Et puis vous avez 3 indicateurs qui sont concernés par des nouvelles exigences en matière de sous-traitance. On y reviendra également, ce sont les 5, les 26 et 30. Alors, si vous êtes donneur d'ordre et que vous vous dites, bah tiens, mais bon, moi c'est ok, j'exerce au CPF, je suis concerné parce que j'ai des formateurs sous-traitants qui travaillent avec moi et que je souhaite que ces formateurs sous-traitants soient certifiés Calliope pour répondre à la réglementation. Moi, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à contacter nos services, à nous demander comment ça marche. On a des offres dédiées pour les sous-traitants. On a un formulaire de devis qui leur permet vraiment d'avoir une offre détaillée pour une certification Calliope sur 3 ans avec les durées d'audit correspondantes. Et donc, voilà, l'idée c'est que ce soit le plus intéressant pour vous aussi, pour qu'il soit certifié le plus rapidement possible et qu'il puisse aussi répondre aux exigences de la réglementation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de consulter le guide en PDF. On va le visualiser, on va aller rapidement sur les indicateurs qui ont évolué entre guillemets, et puis voilà, comme ça vous pourrez finalement avoir un aperçu beaucoup plus complet par rapport à tout ça. C'est parti. Alors nous voici sur le fameux guide de lecture, donc je vous ai pas menti, on est bien en version 9 du 8 janvier 2024. Alors quand je dis qu'elle est applicable depuis le 8 mars 2024, c'est bien parce qu'on a cette info ici, que le délai pour la mise en application d'une nouvelle version du guide de lecture pour les audits à réaliser est de 2 mois maximum à compter de sa diffusion. Tous les éléments que je vous ai évoqués là-dessus par rapport à la sous-traitance sont évoqués ici. D'accord, et viennent en complément de tous les autres éléments qui sont déjà là depuis quelques temps, à savoir la conduite de l'audit, les indicateurs applicables, la définition d'un nouvel entrant et en quoi ça change une conduite d'audit, et puis surtout la pondération des non-conformités aussi par rapport à des indicateurs qui peuvent faire l'objet uniquement de non-conformités majeures. Voilà. Alors, on peut aller rapidement par exemple sur l'indicateur numéro 1. Indicateur numéro 1, on vous dit là très clairement que par rapport à la sous-traitance, voilà, vous n'êtes pas concerné lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance. L'indicateur n'est pas applicable car l'information doit être réalisée par le donneur d'ordre. Et ça, c'est bien la même chose à la fois pour l'indicateur 2 et pour l'indicateur numéro 3. Pour l'indicateur numéro 4, finalement, en fait, il n'y a pas eu de changement, c'est juste que dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de l'analyse du besoin, donc par exemple si c'est le donneur d'ordre qui le réalise, dans ce cas-là, le sous-traitant, lui, démontre qu'il tient en compte cette analyse dans la conception et l'exécution de sa prestation. Par rapport à l'indicateur 5, on a ici une petite précision, c'est que le prestataire démontre qu'il tient en compte des objectifs définis par le donneur d'ordre. Quand on dit ici le prestataire, c'est bien le sous-traitant au final, c'est la personne pour qui on lui a confié une prestation, voilà. Pour l'indicateur 6, rien de particulier, parce que là on est vraiment dans la conception, donc il n'y a pas de grand changement par rapport à ce qu'on demande entre donneur d'ordre ou sous-traitant. Par rapport à l'indicateur numéro 7, alors attention lui, pour rappel qui est spécifique pour les formations qui préparent à du RNCP.
à des certifications inscrites au RNCP. Donc là, dans ce cas-là, l'auditeur tient compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur. Ça veut tout simplement dire que si le contrat de sous-traitance mentionne des éléments en lien avec cet indicateur, dans ce cas-là, cet indicateur sera audité, sinon ce ne sera pas le cas. Ensuite, par rapport à l'indicateur 8 sur le positionnement, sur les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, aucune nouveauté dans le sens où on avait déjà un petit nota bene qui s'appliquait. Donc je vais vous le lire, mais c'est l'information où dans le cas où le sous-traitant, alors je dis sous-traitant pour que ce soit plus clair, mais dans le cas où le sous-traitant n'est pas responsable de la détermination des conditions d'accès et des procédures de positionnement exigées, il démontre qu'il les applique. Voilà, il démontre qu'il applique les conditions d'accès et les procédures de son donneur d'ordre. Enfin, vous avez aussi également, par rapport à l'indicateur numéro 9, une petite partie où on vous dit, lorsque l'organisme certificateur, donc lorsque l'auditeur va évaluer cet indicateur, il tient compte des missions confiées dans le contrat de sous-traitance. Donc c'est pareil, si par exemple c'est le donneur d'ordre qui réalise l'information sur les conditions d'accès ou autre, on considérera qu'il n'y a pas forcément lieu d'évaluer cet indicateur, donc ce sera finalement plutôt allégé, entre guillemets, par rapport à d'autres audités. Pour l'indicateur 10, rien de particulier. Pour le 11, rien de nouveau par rapport à ça. On a des exemples de preuves, mais rien de plus. Pour l'indicateur 12, rien de nouveau par rapport à cette exigence. Ça veut dire que le sous-traitant est concerné au même titre que le donneur d'ordre sur les indicateurs 11 et 12. Pour l'indicateur 13, alors là, bien sûr, cet indicateur ne sera applicable que si des éléments dans le contrat de mission viennent dire que y a des choses qui sont confiées au sous-traitant par rapport à la coordination et à la progressivité des apprentissages en CFA. Voilà, ça pourrait être le cas, un formateur sous-traitant à qui l'on va confier la transmission, la coordination des apprentis. Indicateur numéro 14, rien de particulier ici, donc pas de nouveauté. Idem pour le 15, idem pour le 16. Alors le 16 c'est un petit peu comme l'indicateur 7, c'est toujours un indicateur qui est spécifique pour les prestations certifiantes donc inscrites au RNCP. Et donc dans ce cas-là c'est pareil, si le contrat de mission mentionne, le contrat de sous-traitance mentionne des missions en lien avec cet indicateur, donc la préparation ou l'animation des conditions d'examen ou le lien aussi avec les exigences formelles de l'autorité de certification. Dans ce cas-là, ce sera audité, sinon ce ne sera pas le cas. Le 17, rien de particulier. Le 18 également. Le 19, par rapport aux ressources pédagogiques, c'est pareil, le sous-traitant est concerné au même titre que son donneur d'ordre sur le sujet. Alors le 20, bien sûr, le 20, finalement, le 20 c'est quand même un indicateur qui est spécifique pour les CFA, donc ce ne sera pas un indicateur qui concernera quelqu'un qui souhaite être certifié Calliope sur la catégorie formation continue. Donc là-dessus, il n'y a pas de remarque particulière. Alors en pratique, l'ensemble de ces nouveautés, ce que vous allez consulter dans les vidéos thématiques de chaque indicateur sur le site web de Certifopac et surtout sur l'espace documentaire sur Apollo, c'est que finalement, vous le verrez, mais on a mis à jour bien sûr l'ensemble de nos outils d'audit et donc concrètement, comment ça va se dérouler sur notre application d'audit. Vous avez une grille d'audit dans laquelle pour chaque indicateur on vous a distingué les différents points de conformité qui sont applicables à votre situation. Ces points de conformité, alors vous n'avez pas la main, c'est pas vous qui allez mettre c'est oui, c'est non, c'est machin, ça c'est pour l'auditeur, mais vous avez la visu pour que vous puissiez bien comprendre et surtout bien découvrir l'ensemble des exigences qui sont applicables à votre situation. Donc on les a renseignés ici pour que ce soit vraiment clair pour vous, ok ? Et donc en fonction de ça, vous pourrez finalement comprendre l'ensemble des exigences qui vous concernent en fonction de votre particularité, si vous ne faites que de la sous-traitance. Si vous faites un mixte également entre de la sous-traitance un petit peu et puis aussi du direct, si vous n'en faites pas pour l'instant mais que vous souhaitez aussi développer du direct, vous verrez aussi la distinction par rapport aux exigences des deux. Et puis bien sûr pour ceux aussi qui ne font que du direct et qui ne sont pas forcément très impactés par cette version 9.
Voilà, merci à vous en tout cas pour votre écoute sur cette version 9. Restez en ligne bien sûr par rapport à nos différents canaux. N'hésitez pas à vous inscrire hein, sur la chaîne YouTube de Certifopack pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles explications. Merci.